Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, nous aurons le plaisir de redémarrer la saison de discussion économique avec Abdelmajid Attar, ancien président directeur général de Sonatrach, consultant en énergie. Abdelmajid, bonjour. Bonjour, c'est toujours un plaisir. On ouvre la saison. On ouvre la saison. On n'a pas parlé d'économie depuis. On a fait 2 cafés presse politiques, mais pas encore parlé d'économie. Le hasard était prévu qu'on parle uniquement de la conjoncture pétrolière mondiale qui bouge. Et puis nous avons des éléments sur la loi de finances depuis hier soir, de l'APS. C'est pas assez détaillé, mais nous avons des pistes pour peut-être commenter. Le hasard faisant bien les choses, vous allez être le premier. Tu vas être le premier expert à dire un mot sur cette loi de finances. Elle est entre deux. Elle est pas une loi de finances d'austérité. On l'analysera plus dans le détail. Mais il y a des mesures qui essaient de gagner la sympathie du peuple, la sympathie populaire. C'est pas à ces mesures-là qu'on va s'intéresser parce que ça va nous emmener dans une autre direction. Mais il y a une grande mesure qui nous interpelle, qui peut interpeller aussi le secteur pétrolier que nous monitorons de plus près que les autres. C'est l'assouplissement, voire la suppression de la mesure du 51-49. On parle donc d'assouplissement. Pourquoi ? Parce que le communiqué de l'APS dit que ça sera maintenu dans les secteurs stratégiques. Nous ne savons pas quels sont les secteurs stratégiques qui sont prévus, ni comment ça sera changé. Il y a des conditions. Non, effectivement, c'est une décision importante. Bon, évidemment, je signale tout de suite que moi, je ne suis pas un économiste ou un financier. Je suis un technicien, je suis un pétrolier. Mais un connaisseur. Je peux quand même donner effectivement, ça concerne énormément le secteur pétrolier. Dans le secteur pétrolier actuellement, le 51-49 est de rigueur. Le FH, c'est minimum 51% pour les sociétés nationales et 49% pour tout partenaire. Bon, c'est une bonne décision, surtout, à mon avis, surtout pour les PME, PMI. Parce que le plus gros problème de l'Algérie, c'est l'emploi. Si on arrive à régler l'emploi dans les années qui vont venir, c'est-à-dire à travers la création d'une multitude de PME, PMI en partenariat, parce que le partenaire, lui, il vient pour produire quelque chose. Et l'État, lui, son premier souci, ou la population algérienne, son premier souci, c'est d'avoir un emploi. Avoir un emploi, donc c'est un salaire, c'est je consomme, je produis, etc., etc. Donc, c'est une très bonne chose d'avoir supprimé ce 49-51%, du moins sa généralisation. Bien. Maintenant, je reviens au secteur pétrolier, effectivement, c'est important. Ça n'a pas beaucoup d'importance en matière d'exploration-production. Je tiens à signaler encore pour la énième fois que même quand le partenaire étranger en exploration-production a 60, 70, 80%, qu'importe, là, au moins entre 60 et 80% de la production pétrolière va de toute façon vers le trésor à cause de la redevance et de l'impôt. Donc, il ne faut pas que les gens croient que quand un partenaire étranger a plus... Parce que la loi 86-14 autrefois, le partenaire pouvait avoir le contrat d'Anadarko. Anadarko avait plus de 51%. Mais ça ne voulait pas dire qu'il pouvait prendre plus de 51% de la production. Puisque tout de suite, la production elle est assujettie à la redevance, entre 12 et 20%, puis l'impôt pétrolier entre 60 et 80%, et il n'y a que le reste qui est partagé au taux de participation. Ce qui fait que dans tous les cas, le trésor, c'est lui qui prend la majeure partie de la production. Donc, cette mesure ne va pas impacter spécialement. Elle n'impactera pas le secteur pétrolier. Est-ce qu'elle va concerner aussi le secteur pétrolier ? J'en sais rien. Mais je pense pas. Je pense qu'ils vont garder le secteur stratégique. C'est pas nécessaire. Énergie, transport, transport. Voilà les plus gros. Alors, on va rester quand même une seconde sur l'énergie. Est-ce que cette levée annoncée, on ne va pas dire qu'elle est spectaculaire parce qu'elle avait été annoncée tellement de fois, et puis bon, c'est le maintien aussi longtemps du 51-49. C'est le maintien aussi longtemps du 51-49 qui était spectaculaire. Voilà. Pas sa levée aujourd'hui, parce qu'il y en a qui nous vendent cela comme une mesure historique. Dans les services pétroliers, c'est bien qu'on l'enlève.
dans les services pétroliers, par exemple, parce que dans les services pétroliers, il y a Sonatrach, il y a le partenaire. Mais les activités pétrolières, c'est-à-dire le génie civil, la construction, l'engineering, etc., tout ça, c'est des services pétroliers, comme n'importe quel autre service. Moi, à mon avis, ce serait une bonne chose qu'on supprime le 49,51% dans ce secteur-là. Alors, voilà. Et si on pousse un peu plus loin, M. Al-Medjid-Attal, on n'a pas réussi à attirer les investisseurs étrangers dans le domaine si important de la transition énergétique et de la production du renouvelable. Oui. Peut-être que c'est là où on aura l'impact le plus important. Là aussi, il faudra peut-être surtout pas faire la même erreur qu'avant. On va démarrer le programme, on devait lancer 22 000 mégawatts, on devait lancer les 2 tranches de 4500 ou 4050 mégawatts, etc. Mais il faut que le partenaire vienne, il faut qu'il crée une industrie, etc. Mais non, écoutez, à mon avis, il faut démarrer avec de petits projets. Tous les pays qui ont réussi dans le renouvelable, dans la transition, ils n'ont pas démarré 22 000 ou 50 000 mégawatts. C'est vrai, il y a quelques projets qui font, par exemple, 1000, 2000, 3000, de gros projets. Mais à côté, il y a une multitude de petits projets qui font 10, 15, 20, 30, 50 mégawatts, par exemple. Et là, dans ce secteur, on devrait encourager le partenariat, y compris à travers la suppression du 49,51% et sans exiger du partenaire de venir créer une industrie de fabrication des équipements. Écoutez, quelqu'un qui vient fabriquer des équipements, il faudrait d'abord qu'il ait un marché. Il faut qu'il soit sûr du marché. Moi, je vais faire exemple. C'est l'erreur. C'est pour ça que ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi parce que le partenaire étranger, il dit, écoutez, bon, je veux bien venir créer une usine de fabrication de panneaux ou de batteries ou de câbles ou je ne sais plus quoi, mais quel est le marché algérien? Ou alors, quelle est la garantie que le marché va rester ouvert? Parce qu'il faut que les gens aient une vision sur le marché. S'il n'y a pas de vision, ils n'investissent pas. Ils n'investissent pas. Ils viennent uniquement pour sous-traiter ou pour subvenir, faire un projet et puis partir. Voilà. Alors, on a noté aussi grande ligne. On va arriver à l'objet de cet entretien, le budget, les prévisions de dépenses. C'est souvent comme ça que les mêmes, à mon avis. Vous avez été dans le gouvernement. Voilà. Donc, c'est le prix de référence en l'année dernière, c'était $55. On pense que cette année, pour 2020, ce sera la prévision sur la base de laquelle sera construit le budget. Est-ce que c'est optimiste? Est-ce que c'est pessimiste? Le budget lui-même ou à $55 de prix de référence? Non, à 55, c'est bon. À mon avis, c'est un prix qui va rester autour de $55 parce qu'il y a des signaux quand même. Il y a quelques signaux. Jusqu'à maintenant, c'est quand même depuis décembre 2017, l'OPEP et non-OPEP. Ils ont réussi quand même à garder le cap, à diminuer leur production de 1,2 million de barils. Il y a un autre signal, par exemple, tout récent. A priori, il semble que les États-Unis et la Chine vont quand même quelque part se mettre d'accord ou signer une trêve parce que ça influe beaucoup. Ça influe beaucoup sur le prix du baril, la guerre commerciale. On va en dire un mot parce que les gens disent toujours ça influe beaucoup, mais j'aimerais bien savoir. Enfin, est-ce que c'est parce que la rétraction du commerce mondial, parce que c'est ça qui risque d'arriver avec le protectionnisme, va faire en sorte qu'on consommera moins d'énergie? Bien sûr. Non, la consommation d'énergie, voilà ce qui se passe. Peut-être, je vais essayer de décrire cela. Globalement, depuis plusieurs années, je dirais même depuis pratiquement 2008 et non pas 2014. Depuis 2008, il y a une mutation du modèle de consommation énergétique mondiale. Pourquoi? L'augmentation du baril de 2008 jusqu'à 2014, elle a donné des leçons aux pays de l'OCDE et les gros pays consommateurs qui ne veulent plus de ce prix parce qu'ils ne peuvent pas le supporter et parce qu'ils veulent assurer leur sécurité énergétique par d'autres moyens. Tandis que les pays producteurs, comme l'Arabie Saoudite, l'Algérie bien sûr aussi, l'Iran, etc., tous les pays gros producteurs, et même petits producteurs, mais dont l'économie est basée sur la rente, eux, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Des rêves. Ils ont cru que ça allait. C'était la période faste, on investit, on dépense à droite, à gauche, etc. On dépense plus qu'on investit d'ailleurs. Ça va rester. Et puis 2014 est venu. Pourquoi? Parce que ces leçons-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que le modèle de consommation énergétique mondiale, il n'est plus
et le marché, il ne dépend, ce n'est plus une question d'offre et de demande. Non. Les pays gros consommateurs, ils ont basé leur modèle de consommation, d'abord, faire appel à de nouvelles ressources. Deuxièmement, l'économie d'énergie. Grâce au progrès technologique, on ne consomme plus comme autrefois. On consomme plus et on ne consomme plus en volume et en usage aussi. Les usages sont en train d'être modifiés complètement. Et puis la sécurité énergétique. Tout le monde, toutes les stratégies de tous les pays, parce que l'énergie est à la base de tout. Hein. Tout le monde pense d'abord à sa sécurité énergétique. À commencer par les États-Unis et le développement du gaz de schiste et du pétrole de schiste. Bien. Qui a tout changé. C'est les plus gros consommateurs, donc, et pour eux, la sécurité passe par l'augmentation de la production ici. Ils produisaient 5 millions de barils à peu près au début des années 2000. Ils ont multiplié ça. Ils produisent 12 millions aujourd'hui. Vous leur rajoutez 3 millions de condensats et de GPL, ça fait 15 millions. Ils consomment 20 millions de barils jour, attention les États-Unis. C'est le premier producteur et le premier consommateur. C'est clair. Donc, la sécurité énergétique des États-Unis passe d'abord par le niveau de production surtout. Tandis que les autres pays de l'OCDE, notamment en Europe, l'Europe, eux, non, c'est le modèle. C'est consommer moins, consommer mieux. Et tous ces paramètres-là ont entraîné quelque chose d'extraordinaire. Autrefois, il y avait une grève au Nigeria, le baril montait. Aujourd'hui, il y a une guerre au Moyen-Orient, le prix baisse. Oui. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, ce quelque chose-là, ce plafond de verre qui empêche les cours du pétrole de remonter, rejoindre les niveaux de $100 qu'ils avaient, ou même au-delà de $80. Ce plafond de verre qui empêche cette remontée sur laquelle comptent beaucoup les autorités, elles ont compté beaucoup en Algérie, y compris. Il faut oublier, mais ça, voilà. C'est dû essentiellement à cette transition qu'on ne mesure pas suffisamment. Absolument. Cette transition énergétique, le nouveau comportement du consommateur. Quand je dis le consommateur, c'est le pays, hein, pas l'individu. Chez nous, l'individu, il continue à consommer. Hein, pourquoi? Parce que les prix sont subventionnés, etc., etc. On en a beaucoup parlé. Bon, peut-être qu'en ce moment, dans la conjoncture actuelle, il n'est pas facile d'augmenter le gaz ou l'électricité ou le carburant, mais il faudra bien le faire un jour. Alors, on a quand même, on a quand même pensé à un moment donné, c'était ce qui se disait au milieu de 2014, 2015, 2016, que la croissance de la consommation des produits carbonés allait être, que c'était les pays émergents qui allaient supplanter l'OCDE, la Chine, l'Inde et les autres pays. Sur 1 million, je vous donne un chiffre, c'est très clair. Hein. Sur 1 million, 1,0 quelque chose d'augmentation de la demande mondiale en pétrole, hein, pour l'année 2019. 680 000, c'est la Chine, l'Inde et quelques pays de l'Asie. Voilà. Et le reste, en grande partie, c'est les pays émergents ou les pays, surtout les pays africains, par exemple. Mais l'OCDE, sa production, elle a été, sa demande et sa consommation, elle a été stable. Hein. Et à partir de 2025, tenez-vous bien, les pays de l'OCDE vont diminuer leur consommation, leur demande et leur consommation aussi bien en pétrole qu'en gaz naturel. À partir de 2025, ça va chuter. C'est fini. C'est même pas aujourd'hui, c'est le taux de croissance, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Le taux de croissance de la demande et de la consommation, il est inférieur au taux de croissance de la production et de l'offre depuis 2014 pratiquement. Et il va continuer comme cela jusqu'en 2025. À partir de 2025, les pays de l'OCDE, c'est la chute. Bon, les pays, surtout l'Europe, hein, la zone Europe surtout. Les États-Unis, comme c'est le premier consommateur, ils vont continuer quand même. Ils produisent et ils consomment de toute façon. Ils produisent plus de gaz qu'ils en ont besoin d'ailleurs. Aujourd'hui, ils exportent. Et donc la théorie, c'est ça. La théorie de beaucoup d'experts, dont notre ami Mourad Pleur, qui défendait ici le contre-choc à cause du désinvestissement qui a succédé à la baisse des cours du prix du pétrole. Ce contre-choc, en fait, il est pas venu. À mon avis, non. C'est le point de discorde entre moi et contre-choc aussi, hein, on s'entend bien. Il peut y avoir un choc haussier, par exemple, conjoncturel. Parce que, imaginez que demain, par exemple,
ça éclate au Golfe de façon extraordinaire. On va en dire un mot. La variable d'ajustement. Le prix, il peut faire ça, mais sur un plateau de c'est un longue petit durée. peu comme à un certain moment, il faut se rappeler 2008, il est monté à 140 et puis après il a chuté à moins de 60, quoi. Enfin, en quelques mois, enfin même pas. Donc un choc haussier ne peut être que conjoncturel, à mon avis. Du moins sur les 5 à 10 prochaines années. Au-delà, j'en sais rien. Alors, on va citer quand même... C'est le progrès technologique qui décidera. Alors, et on verra. Abdel Majid Attar, on est en Algérie, nous on est très intéressés par le budget de l'État, par la fiscalité pétrolière. Quand elle baisse beaucoup, c'est jamais une très bonne nouvelle, même si on n'a pas toujours envie qu'elle soit trop haute parce que ça donne des comportements rentiers à l'État et des comportements autocratiques aux détenteurs du pouvoir. Voilà, il y a un équilibre à trouver. L'Arabie Saoudite vient, le MBS vient de changer son ministre Khaled El Fallah de l'énergie pour mettre quelqu'un de la famille royale. C'est la première fois qu'il y a directement quelqu'un de la famille royale à la tête du secteur de l'énergie, dans le but, dit-on, disent les analystes, de peut-être essayer de mieux faire remonter le cours du pétrole parce qu'il y a dans l'agenda du prince héritier l'introduction de l'Aramco à la bourse et il faudrait que les cours du pétrole soient beaucoup plus hauts pour que cette opération réussisse. Ils ont besoin de $70. L'Arabie Saoudite a d'abord besoin de $70 pour équilibrer son budget. Ça, c'est ce que la plupart des analystes disent, même c'est ce que l'Arabie Saoudite elle-même, c'est ce qu'elle déclare. Et on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas. Sauf de temps en temps, comme ça monte. Mais mais en moyenne annuelle, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et ils ont besoin aussi de ce niveau de prix de façon à ce que Aramco puisse être introduite en bourse dans des conditions favorables, effectivement. Voilà l'objet du changement, parce que il n'est pas seulement de la famille royale, le nouveau ministre de l'énergie. C'est aussi quelqu'un qui connaît parfaitement le secteur de l'énergie. Il a toujours fait partie de la délégation saoudienne au sein de l'OPEP, au sein de toutes les réunions, etc. C'est quelqu'un qui connaît le secteur et quelqu'un qui va travailler certainement avec le prince héritier. Ils vont travailler ensemble et l'objectif c'est d'essayer de tenter de faire monter le prix du baril vers 70. C'est tant mieux s'ils y arrivent. Et ça va passer par quoi cette hausse, par une nouvelle baisse de la production? Une nouvelle baisse en accord avec la Russie? En accord avec la Russie, mais la Russie, ça m'étonnerait qu'elle accepte, parce que déjà qu'elle a une croissance économique de 1,4, je crois. Il est prévu même que ça baisse un petit peu en 2020, parce qu'il y a des problèmes à l'intérieur, suite aux dernières élections. Bien sûr. Donc la Russie, ça m'étonnerait qu'elle accepte. Mais l'Arabie Saoudite, je suis sûr qu'elle va continuer à faire pression pour au moins maintenir le même niveau de production. Parce que si on maintient le même niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, la demande mondiale en pétrole, les prévisions étaient de 1 million de barils jour. Pour 2020, il taxe 100 millions de barils. Non, la croissance. La croissance. C'est-à-dire l'augmentation. C'est 100 millions, effectivement. Mais il est prévu, normalement, il était prévu que ça atteigne 101 ou 1,1 million de barils en 2020. Mais selon les dernières analyses de l'AIE, de l'EIA, etc., on va être un peu moins. C'est un peu moins d'1 million de barils, peut-être 900 000 barils jour. Bon, maintenant... Alors, s'il y a une nouvelle politique de l'Arabie Saoudite, la même, mais en plus accentuée, pour stabiliser la production et ne pas donner des excédents au marché, s'il y a une nouvelle politique de la sorte qui se précise, ça c'est dans le bon sens pour les revenus de l'Algérie. Mais dans l'autre sens, s'il y a une brusque détente entre les États-Unis et l'Iran, ce qui n'est pas à exclure. On a évoqué tout à l'heure le départ de Bolton. L'Iran pourrait revenir avec 2-3 millions de barils jour supplémentaires sur le marché. Et ça, par contre... Ah oui, ça va influer sur le prix et le prix ne montera pas au-delà de 60. Ça, c'est clair. Et c'est une possibilité. C'est une possibilité. L'Irak produit déjà au maximum de ses capacités. Il a une capacité de 4,5 en ce moment. Il peut arriver même à 5 millions de barils jour. C'est un deuxième au sein du Moyen-Orient. Mais il faut compter aussi avec le gaz, attention. Là, on parle toujours du baril et on ne parle pas du gaz. Oui. Le gaz est en train de concurrencer petit à petit les hydrocarbures liquides, c'est-à-dire le pétrole. Dans les usages. Et oui, dans les usages, parce que c'est le compagnon numéro 1
de la transition énergétique, c'est-à-dire comment aller vers disons une transition, comment lutter contre le climat. Bon, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais le gaz naturel c'est du méthane, le méthane c'est un agent vraiment destructeur du climat, etc. Mais je regrette, le gaz est beaucoup plus propre quand même que tous les carburants liquides, etc. Et le gaz on en produit de plus en plus pour la simple raison qu'on commence les États-Unis sont des champions, ils se suffisent en gaz. L'Argentine, elle est en train de produire. La Chine, elle produit actuellement quelque chose comme, je crois, entre 10 et 12 milliards de barils, de mètres cubes par an. Elle compte arriver à 30 milliards de barils d'ici quelques années. Et je pense qu'ils y arriveront. 30 milliards de mètres cubes. 30 milliards de mètres cubes, oui. Donc, ce gaz est en train de concurrencer les hydrocarbures. Donc, les hydrocarbures liquides, moi, à mon avis, l'avenir est dans le gaz. Voilà. En tant que pétrolier, c'est ce que je pense. Oui, oui. Y compris pour l'Algérie. Oui. Et il y a peu de chances que le marché s'inverse de ce côté-là. C'est-à-dire que le marché est toujours très faible. Franchement, il y a peu de chances pour la rémunération disons, d'ici 2030, il y a peu de chances pour qu'il y ait une inversion, à moins d'une catastrophe mondiale, quelque part, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, pour revenir à l'Iran, si l'Iran revient au marché, imaginez que demain aussi le Venezuela. On n'a pas parlé du Venezuela. Ouais. Et c'est les premières réserves mondiales. Hein. C'est 25% des réserves pétrolières dans le monde, elles sont au Venezuela. Bon, c'est du pétrole lourd, évidemment. Hein. Mais c'est du pétrole qui est là. Demain, le Canada aussi. Hein. Le Canada aussi, c'est un gros... Donc, il y a très peu de chance. Hein. Alors, d'un côté, on a la transition, on a des changements, des modifications, une mutation des modèles de consommation. On a quand même, les populations, les pays sont de plus en plus inquiets en matière de changement climatique. Donc, ils font des efforts. Il y a des efforts qui sont faits un peu partout. Alors, quand vous avez tout ça, quand vous avez du gaz qui arrive d'un peu partout, donc il va arriver un jour, moi je pense qu'à partir de 2025, il y aura trop de pétrole dans le monde. Il y aura trop de pétrole et pas assez de preneurs. Voilà. Tandis que pour le gaz, non. Le gaz, lui, il a de l'avenir jusqu'en 2040, 2050 sans problème. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que l'Algérie est plus un pays gazier qu'un pays pétrolier. Absolument. Nous sommes un pays beaucoup plus gazier. Alors, surtout si on inclut les hydrocarbures, enfin le gaz de schiste. Non conventionnel. Bon, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Mais il est là. Il est là de toute façon. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour la sécurité énergétique de l'Algérie. Le problème est un problème de rente. Il ne faut pas se cacher, se voiler. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Bon, il y a assez de réserves. Il y a... quand même, on a quelque chose comme 14 milliards de mètres cubes, 14 milliards de TEP, tonnes équivalent pétrole pour les liquides, en place bien sûr. Il y a à peu près 51% qui sont prouvés. Bon, ils sont là. C'est quand même des réserves suffisantes. Pour le pétrole, pour le gaz, 4 500 milliards de mètres cubes. Là, je donne le chiffre moyen qui est donné depuis plusieurs années. Je ne vais pas aller dans le détail. Et on en consomme 100 par an. 97, 100 à peu près, oui. C'est la quantité commercialisée. On produit beaucoup plus. Hein. Il faut que les gens sachent aussi. Quand Sonatrach annonce, elle dit j'ai produit 130 milliards de mètres cubes, ça ne veut pas dire que les 130 sont commercialisés. On commercialise entre 95 et 100 et le reste, il est réinjecté. Et il y a l'autoconsommation aussi. Donc, il y a assez de gaz. S'il n'y avait pas de problème de rente, moi, je peux dire que la sécurité énergétique de l'Algérie, elle est garantie jusqu'à 2040-2050 sans aucun problème. Oui, mais on en veut plus. On en veut plus. On veut maintenir la rente. La rente, par contre, il y a des soucis. Alors, l'objectif, donc, c'est il faut trouver de nouvelles rentes. Il faut changer de système. Il faut produire de nouvelles richesses. La solution est là. La solution n'est pas dans les hydrocarbures. Elle est dans l'industrie, elle est dans les services, elle est dans les PME, PMI, etc. C'est là qu'il faut faire des efforts. Oui, cette loi de finances, peut-être on prend la direction, on le verra plus tard. Enfin, on a du mal à 51-49, l'exonération des start-up en matière d'impôts, de taxes, etc. C'est une très bonne chose parce que c'est l'emploi qui est important.
le 51-49. Il y a de bonnes mesures, sauf que, attention, mais où trouver l'argent pour la loi de finances 2020? Ça, je sais pas. Moi, j'ai pas lu le contenu détaillé de cette loi de finances, mais je pense que ça va être une loi de finances pour essayer de calmer les esprits. Quand on dit où trouver l'argent, c'est comment financer le déficit. Ben oui. Voilà. Ben oui. Est-ce qu'il va revenir à la planche à billets parce que comme certains le disent, je ne sais pas. J'ai pas de nouvelles, j'ai pas d'informations, mais j'espère que non, parce que bon, c'est vrai qu'il faut essayer de maintenir un minimum de confort, d'investissement, etc., mais il ne faut pas non plus aggraver les décisions qui ont été prises auparavant avec la planche à billets, avec les financements de n'importe quoi, etc. Il faut être prudent quand même. Il faut regarder l'avenir. Abdelmajid Attar, comme d'habitude, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été notre premier invité de la saison. Pour moi. Merci. Atek Sahab. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.